En manchette ce soir, possible suicide devant une école à Val-d'Or. Des organismes de la région rappellent leur importance en cas de détresse psychologique. Oui, il y a la ligne, oui, il va y avoir les centres de crise, mais il y a aussi l'ensemble des centres de prévention du suicide sur chaque territoire. Conseil de ville mouvementé à Rouyn-Noranda. Madame Dallaire, montez au front pour vos enfants. Vous pensez que je fais quoi depuis 2019? Et les jeunes joueurs de baseball d'ici brillent dans la province. Bon début de soirée, bienvenue au TVA Nouvelles. Un corps inanimé a été retrouvé suspendu à un arbre devant l'école Golden Valley de Val-d'Or lundi après-midi. Cet événement malheureux rappelle que des services et des ressources pour la détresse psychologique et la prévention du suicide sont offerts dans la région. Plus de détails avec Emilia Laliberté. C'est un peu avant le départ des élèves que les services d'urgence ont été dépêchés sur place, ici même à l'école Golden Valley, pour venir en secours à un individu. Selon la Sûreté du Québec, tout porte à croire que ce serait un acte volontaire. D'ailleurs, plusieurs ressources d'aide en prévention du suicide sont offertes dans la région. C'est le cas de l'organisme Besoin d'aide qui offre une ligne d'intervention disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Comme le taux de suicide en Abitibi-Témiscamingue est significativement plus élevé que dans les autres régions, la directrice générale de l'organisme insiste sur le fait qu'il ne faut pas hésiter à demander du soutien psychologique. Oui, il y a la ligne, oui, il va y avoir les centres de crise, mais il y a aussi l'ensemble des centres de prévention du suicide sur chaque territoire. Fait que donc, il faut vraiment demander de l'aide parce que la problématique majeure, elle se situe à ce niveau. Toujours selon Mme Chouinard, la demande d'aide se fait de plus en plus grande depuis la pandémie. D'ailleurs, une nouvelle réalité refait surface depuis quelque temps. Dans notre organisation, on a vu aussi le taux de demande d'aide a explosé depuis et c'est jamais revenu à la normale jusqu'à ce jour. Comme c'est là, c'est la désorganisation psychosociale. Les adolescents, là, c'est quand même très présent. Et cette réalité-là est présente depuis la COVID. Fait que ce qu'on se rend compte, on se rend compte que les mesures qui ont été prises en lien avec la COVID, et là, naturellement, on n'est pas en train de dire le gouvernement ne devait pas faire ça, mais c'est vraiment juste pour venir équilibrer, de dire les mesures, ils ont un impact aussi, puis ils ont un impact sur tout l'aspect psychosocial de l'individu. Pour offrir une aide supplémentaire dans la région, un centre de crise est présentement en construction à Malartic. L'ouverture est prévue fin janvier. Kémilia Laliberté, RNC Nouvelles, à Val-d'Or. Évidemment, toutes nos condoléances aux proches de la victime et nos pensées vont également aux parents et aux élèves dans cette épreuve. Dans les faits divers, un homme dans la trentaine a été gravement blessé hier soir suite à un accident de voiture près de l'aéroport régional de Rouyn-Noranda vers 21h30. On ne craint toutefois pas pour sa vie. Suite à son accident, l'homme a été arrêté par la Sûreté du Québec puisque ce dernier conduisait vraisemblablement avec des facultés affaiblies. Il se trouvait seul dans sa voiture et aurait heurté un poteau en se dirigeant en direction sud. On reste dans les faits divers. Un homme de 28 ans originaire de Val-d'Or est porté disparu selon la Sûreté du Québec. Il s'agit de Michael Langevin qui a été vu pour la dernière fois hier vers 17h sur l'avenue principale à Authier. L'homme se déplacerait à pied avec un sac à dos. Ses proches ont des raisons de craindre pour sa santé et sa sécurité. Michael Langevin, vous voyez à l'écran, mesure 5 pieds et 5 pouces et pèse 130 livres. Il a les cheveux bruns et les yeux bleus. Toute personne qui apercevrait Michael Langevin est priée de communiquer avec le 911. Hier soir, le conseil de ville de Rouyn-Noranda a été tout sauf tranquille. L'enjeu entourant la fonderie Orne continue de faire réagir des citoyens. Alexandre Cabana était sur place. La mairesse de Rouyn-Noranda n'en fait pas assez dans le dossier de la fonderie Horn. Voilà le message que sont venus porter une cinquantaine de citoyens aux élus lors du conseil de ville lundi soir à Rouyn-Noranda. C'est donc dans une salle pleine à craquer qu'ils sont venus exprimer leurs revendications. Comment ça se fait que j'ai de l'argent de mes taxes municipales et provinciales qui aident cette compagnie? On cultive encore l'espoir de peut-être vous convaincre d'exiger que les normes québécoises soient appliquées maintenant, parce qu'on pense qu'on mérite ça.
Là, pourquoi vous nous demandez à la ville? C'est moi, dans ma tête, ben, vous avez le même pouvoir que nous autres. Vous avez le même pouvoir que nous. OK? Puis même comme organisation, ça serait un beau coup d'éclat de votre part. Je trouve que c'est de nous renvoyer la balle et le blâme de dire non. Mais c'est mon avis, c'est mon opinion. Après 1h20 de questions et de commentaires chargés d'émotions, c'en était trop pour la mairesse. Diane Dallaire a donc interrompu la séance en pleine allocution d'une citoyenne. C'est après une ellipse d'une quinzaine de minutes que les conseillers sont revenus reprendre leur chaise et ont décliné toute écoute additionnelle. La séance s'est poursuivie devant une salle vide. Parce que ça, je n'ai pas apprécié ça du tout en tant que mère, grand-mère, mairesse, ce que vous voudrez. Madame Dallaire, montez au front pour vos enfants. Vous pensez que je fais quoi depuis 2019? Optimistes d'un dénouement différent dans le dossier de la fonderie Horn, les citoyens étaient accompagnés du regroupement Mères au front. Je souhaite que les élus aient une vision qui corresponde à l'image de Rouyn-Noranda. On a un slogan qui dit « douce et rebelle ». Alors, j'aimerais que le conseil de ville, les membres du conseil de ville de 2023 changent l'héritage, changent l'histoire de Rouyn-Noranda et se tiennent debout devant Glencore et devant aussi les ententes gouvernementales. En terminant, comme le mentionnait la conseillère Samuelle Ramsey-Hull, les canaux de communication avec la ville restent ouverts. Mais la réouverture de l'entente ministérielle est écartée. Alexandre Cabana, RNC Nouvelles, à Rouyn-Noranda. On reste à Rouyn-Noranda, on revient sur les eaux usées contaminées aux métaux lourds impossibles à recycler. André, vous avez été aujourd'hui visiter les installations d'un projet pilote de la fonderie Horn qui utilise les boues septiques d'étangs du centre urbain de la ville. Oui, Mélissa, et la fonderie Horn là, qui est en train d'établir une véritable forêt boréale là, avec les boues des traitements issus des étangs aérés là, qui proviennent des eaux usées de la ville, donc les eaux là, qui sont contaminées, qui contiennent du cadmium, du cuivre, du fer et d'autres métaux lourds. Cette boue qui est donc retransformée, valorisée afin d'y faire pousser les arbres. Et le projet pilote avance bien, Mélissa, là, à tel point qu'on est convaincu du côté de la fonderie que la technique va avoir des impacts positifs sur l'environnement. Écoutons mon reportage. Au cours des dernières semaines, des dizaines de tranchées comme celle-ci ont fait leur apparition au parc à résidus Quémont 2 de la fonderie Horn. Avec la boue septique provenant d'eau usée de la ville de Rouyn-Noranda, ils permettront à terme la pousse de près de 1000 arbres. On a travaillé avec Viridis Environnement pour développer un concept de restauration du parc à résidus qui vient rencontrer autant nos objectifs pour la restauration et l'implantation d'une forêt boréale, que aussi la revalorisation des boues septiques de façon, je dirais, optimale, où est-ce qu'on vient faire des tranchées pour accepter le plus de boues septiques possible et venir engraisser les arbres de la forêt. Le projet de la fonderie Horn est d'ailleurs l'un des moyens que la ville a choisi pour valoriser la boue évaporée provenant des eaux contaminées aux métaux lourds et évite ainsi de l'acheminer à l'extérieur de la région. Là, ce qu'on est à évaluer, c'est vraiment plus la revalorisation à proximité justement de Rouyn-Noranda, puis c'est pourquoi on a fait le projet pilote avec la fonderie Horn. C'est le projet qui était le plus accessible, le plus rapidement, qui présentait le plus d'avantages environnementaux et économiques possibles pour la ville de Rouyn-Noranda, de dire que on tente d'aller revaloriser sur des sites miniers, des sites en restauration, les boues qui ont une contamination qui est en dehors de la norme, mais qui n'est pas non plus inquiétante, justement, quand on va le valoriser dans des sites miniers. Le projet de la fonderie Horn est une première en zone nordique minière et pourrait faire d'autres petits. L'Université Marineland a travaillé sur un concept de restauration dans le cas de sablières, de sites avec de l'argile, plus dans le sud, aux États-Unis, où est-ce qu'ils venaient faire des tranchées et venaient mettre des boues septiques pour venir replanter, restaurer un site. Donc, au fond, c'est quelque chose qui a juste été fait beaucoup dans le sud, aux États-Unis. Et donc, on est venu, avec Viridis Environnement, venir adapter cette technique-là ici, dans le parc à résidus. La fonderie Horn compte ériger d'autres tranchées de boue septique à son parc à résidus Quémont 2 et pourrait transposer le projet à d'autres sites lui appartenant. André Audet, RNC Nouvelles, Rouyn-Noranda.
On passe en santé. La campagne automnale de vaccination contre la COVID-19 devrait commencer le 10 octobre prochain. Les personnes vulnérables vont être priorisées. Le Comité consultatif national de l'immunisation recommande d'obtenir cette nouvelle dose de vaccin 6 mois après la dernière inoculation ou infection à la COVID-19. Plus de détails seront annoncés par le directeur national de santé publique, le Dr Luc Boileau, dans les 2 prochaines semaines. Et à la question du jour, on vous demandait « Comptez-vous participer à la campagne automnale de vaccination contre la COVID-19 » Vous avez répondu oui à 58%. Sur la scène judiciaire, un homme de 46 ans aurait été victime de brutalité policière en août 2020 dans le secteur de Pressac. Après avoir fait une sortie de route, Michel Charon aurait été arrêté par 2 policiers, Martin Gélina et Gino-Pierre Lévesque, pour conduite avec les facultés affaiblies. Et il affirme avoir été menotté très fortement, avoir été passé à tabac et avoir subi des moqueries de la part des 2 policiers. Michel Charon demande donc 85 000 $ à la Sûreté du Québec. Dans un autre dossier, selon Statistique Canada, plus de 270 postes sont toujours vacants dans le secteur manufacturier en Abitibi-Témiscamingue. Manufacturiers et exportateurs du Québec demandent un incitatif financier offert aux travailleurs étrangers qui vont s'installer chez nous. Yvon Moreau. De revoir les critères, la priorisation, pour qu'on s'assure de faire venir davantage d'immigrants économiques qui répondent aux besoins des manufacturiers et qui répondent aux besoins des régions. Donc, autrement dit, qu'il y a un meilleur alignement entre leur profil, leurs compétences et nos besoins. Et après, se pose la question de la régionalisation. Comment est-ce qu'on fait pour les attirer et les garder en région? Et il faut savoir qu'au Québec, depuis en 2020 puis aujourd'hui, dans le secteur manufacturier, on est passé de 4 000 travailleurs étrangers temporaires à 16 000. Donc, ces gens-là sont des gens qui viennent sur des visas de 2 ou 3 ans, qui travaillent dans différents domaines d'activité. Donc, ils sont en région, ils sont chez vous, ils font de la francisation, ils sont intégrés, parfois sont là avec leur famille. Alors, on dit au gouvernement, ces gens-là sont en région, qui souhaitent rester. Assurons-nous que dans le cadre des programmes d'immigration permanents, qu'on ait de la place pour eux. Parce qu'ils sont déjà en région, il y a de bonnes chances qu'ils restent s'ils accèdent à l'immigration permanente. Donc, c'est une façon d'augmenter la régionalisation de l'immigration, mais aussi pour ceux qui sont à Montréal ou qui sont à Québec dans les grands centres, qui considèrent à leur région, on pourrait mettre en place un incitatif financier de 10 000 $, un maximum de 10 000 pour les inciter à se déplacer, à déménager de façon durable vers les régions. Vous pensez que cet incitatif financier-là suffirait? C'est pas suffisant à lui seul. Il faut vraiment regarder l'ensemble des leviers qui seront mis en place pour favoriser la régionalisation de l'immigration. Donc, l'incitatif financier, c'en est un. Mais deuxièmement, quand on parle de régionalisation, on parle beaucoup de logements, pénurie de logements partout à travers le Québec. Donc, nous, ce qu'on dit, c'est qu'il y a des manufacturiers qui sont en train de construire des édifices à logement ou qui les achètent, qui les rénovent, tant pour leurs travailleurs étrangers que pour leurs permanents. Alors, ils sont prêts à faire partie de la solution. Nous, on demande à ce qu'on les mette autour de la table avec le ministère de l'Emploi, de l'Immigration, les centres de services scolaires, pour s'assurer que la société d'accueil, tant dans le public que dans le privé, soit capable d'accueillir ces gens-là et soit capable de les retenir. L'indice boursier minier au TVA Nouvelle 18h est une présentation de GFM Groupe Financier. Vous désirez bien planifier vos investissements ou l'étude de vos enfants? Profitez de la valeur de nos conseils afin de sécuriser votre futur. GFM Groupe Financier. Au-delà de la finance, il y a vos rêves et vos projets. Belle surprise au Théâtre du Cuivre de Rwanda. Le théâtre ajoute un spectacle à sa programmation hiver 2024. On vous explique tout après la pause. Les SADC de l'Abitibi-Témiscamingue et du nord du Québec vous présentent la bonne nouvelle économique TVA. Le 6 septembre dernier a eu lieu à Rouyn-Noranda le lancement du studio d'enregistrement Production Adéquat. L'entreprise offrira une panoplie de services d'enregistrement professionnel, de création de mixage de balado et bien plus. Ce projet, mis en place par Guillaume Laroche et Charny-Jacques Godard, a permis la création de 2 emplois et créé une offre qui n'était pas encore disponible dans la région. Les SADC, partenaires de l'économie de la région. La chronique culturelle, une présentation des denturologistes Leclerc. Bruno Leclerc à sa clinique de Lassar et Jasmin Leclerc à Amos conçoivent des prothèses dentaires partielles complètes ou sur implant de qualité et d'apparence naturelle qui vous permettront de parler, manger et sourire en toute confiance.
Stéphanie, l'annonce est faite aujourd'hui. Le Théâtre du Cuivre ajoute un spectacle à sa programmation hiver 2024 qui risque de faire plaisir à beaucoup de spectateurs. Oui, et les nostalgiques des années 80-90 vont pouvoir revivre de beaux souvenirs. Les autres aussi, ça c'est certain, avec le tout nouveau spectacle qui vient d'être annoncé du Théâtre du Cuivre du Vieux-Noranda. On a quand même un beau show pour ceux et celles qui sont friands des bébés. Écoutez, ça s'appelle Les Bébés par Ludovic Bourgeois, qui est le fils de Patrick Bourgeois. On s'attend à avoir tout un voyage dans le temps pour les intéresser. Écoutez, on va avoir des photos inédites, des vidéos inédites également, en plus des grands classiques de la formation. Les billets sont en vente à partir de 9 h demain matin au Théâtre du Cuivre. Petite rectification très importante. Bref, Ludovic a vraiment très, très hâte de vous recevoir. De consacrer un spectacle complet à ça, c'est bien spécial de retomber là-dedans, de retomber dans le catalogue complet. Puis il y a aussi plein d'archives que mon père avait. Là, ma famille avait une caméra que mon père traînait en tournée ou même des souvenirs de famille en studio avec nous, avec ma soeur et moi. Fait que, c'est de retomber là-dedans, de visionner ça pour essayer de l'inclure au show. C'est le fun, c'est vraiment le fun. J'ai hâte de présenter ça au monde. C'est des images qui sont uniques, c'est des images qui sont privées en ce moment. Fait que c'est un saut dans le temps. C'est avoir notre œil dans les coulisses d'un des plus gros bands des années 80. Et Stéphanie, c'est ce samedi que le Petit Théâtre du Vieux-Noranda va recevoir l'humoriste québécoise d'origine calabraise Cathy Fuoco. Oui, et je vous le dis tout de suite en studio et à la maison, je pense que c'est mon coup de cœur du mois, peut-être même de l'année. J'ai eu la chance de faire sa rencontre aujourd'hui. Femme tellement attachante, passionnée, drôle aussi. Il faut quand même être un peu comique pour être humoriste dans la vie. Elle fait son passage pour la première fois en Abitibi-Témiscamingue pour nous présenter son spectacle « Mes bananes vertes ». Elle va y parler de ses origines italiennes, de son divorce à l'italienne aussi, qui a été quand même assez difficile, merci, mais très, très drôle. Et on va faire un retour sur ses succès, mais également sur les moments un petit peu plus difficiles de la vie, où est-ce qu'elle a été capable de se relever pour mieux en rire. Faut montrer aux gens que c'est correct de tomber, c'est correct d'avoir peur, c'est correct d'avoir mal. À un moment donné, il faut se relever, puis on part. Si tu décides autrement, OK, je suis à terre, c'est beau, je fais pitié, c'est bon. OK, maintenant, je me relève, puis j'embarque, puis je décide de ne pas être une victime, je décide de m'ouvrir à la vie, je décide, même si c'est tout croche comme moi, bien, c'est pas grave, tu continues ton petit chemin, puis honnêtement, j'ai été surprise dans mon chemin. Mais je peux pas vous le dire parce que ça, il faut voir le show pour ça. Et c'est aujourd'hui que les festivités sont lancées. Petit rappel, Festival de contes et légendes en Abitibi-Témiscamingue qui célèbre leur 20e édition et qui a pour thème 20 ans, ça se raconte. Ça a commencé cet après-midi à 17 h au centre Carrefour, au Carrefour Jeunesse Emploi plutôt de La Sarre. On a eu droit à des conteurs et des conteuses qui étaient présents. Donc, si vous voulez avoir plus d'informations, je vous invite à aller visiter le www.fclat.com. Bon festival. Merci Stéphanie. L'Abitibi-Témiscamingue s'est démarqué aux derniers championnats provinciaux de baseball Québec. Ils se sont déroulés lors des 2 dernières fins de semaine. On vous dit si c'est un record pour la région ou non dans un instant. L'Abitibi-Témiscamingue a remporté 4 médailles aux derniers championnats provinciaux de baseball Québec. Il s'agit d'un record même pour la région. Les détails avec Johan Carrière. L'Abitibi-Témiscamingue coiffe sa saison de baseball de brillante manière. La région a récolté 3 médailles de bronze et 1 médaille d'or aux championnats provinciaux de baseball Québec. Une récolte record pour l'Abitibi-Témiscamingue qui n'avait jamais récolté plus de 2 médailles lors de cette classique de fin de saison. Et les équipes étaient vraiment performantes cette année. Je pense qu'elles ont été bien partagées. Puis, des bonnes équipes qui ont voulu y aller aussi parce qu'on demande au début de l'année quelle équipe qui veut aller participer au championnat B. Fait que c'est pas toutes les équipes qui veulent y aller. Fait que quand on a plus qu'une dans une catégorie, ben on fait un genre de petit tournoi entre eux autres pour savoir qui va y aller. Puis ça a bien été là-dessus cette année. Le président de Baseball Québec Abitibi-Témiscamingue, Serge Dionne, ne croit pas qu'il y ait une raison particulière pour laquelle la région a mieux performé cette année. Il indique toutefois que la région se démarque dans toutes les facettes du sport et à toutes les positions.
On est pas mal égal partout à cette heure. Avant ça, je te dirais que nos forces, c'était plus à pitch défensive, ça allait bien. Mais point de vue frappe, on en arrachait un petit peu. Fait que, mais à partir depuis l'année passée, là, on commence à frapper beaucoup plus. Mettons que ceux qui font du sport-études, ça paraît aussi. Là. Avec des bonnes performances, notamment de l'équipe 11U et 13U qui ont récolté des médailles dans la catégorie B, l'avenir est prometteur pour le baseball en région. M. Dionne espère que cette récolte va permettre de continuer à attirer des joueurs de partout sur le territoire. J'espère que ça va attirer plus de jeunes vers le baseball en voyant des performances de même. Parce que dans les passés, là, comme dans le 11U, je pense qu'on avait eu une victoire depuis qu'on est revenu de Baseball Québec. Une victoire en tout, pas de championnat, pas rien. 13U, on a eu une coupe de victoires, mais on ne s'est jamais rendu loin. On a, à part une année qu'on a perdu en finale. Dans la partie de Bantam, là, on y va un petit peu plus performant. Yoann Carrière, RNC Nouvelles, Val-d'Or. On va dans la LHMQ maintenant, puisque le défenseur des Foreurs, Nathan Drapeau, a été suspendu pour une partie par la LHMQ pour son dardage sur Daniel Bourroche des Huskies lors du match de dimanche dernier. Sur la séquence, Nathan Drapeau avait reçu une pénalité majeure de 5 minutes et une inconduite de partie. Il ne sera donc pas disponible pour le match des Foreurs vendredi contre les Cataractes de Shawinigan. Toujours dans la LHMQ, l'attaquant des Huskies, Louis-Philippe Fontaine, a été nommé sur l'équipe de la première semaine d'activité de la Ligue. En 2 matchs contre les Foreurs, Fontaine a marqué 2 buts, en plus d'ajouter 2 mentions d'aide. Malgré les 2 défaites de son équipe, l'attaquant de 19 ans a également maintenu un différentiel positif de +2. Pour une nouvelle importante à nous communiquer, contactez-nous nouvelles au pluriel à commercial-rncmedia.ca par téléphone 1-866-463-4636 et notre site web tvaabitibi.ca. La météo, une présentation de Nicole Auto de la Sarre. Avec la plus grande variété de camions en région, Nicole Auto de la Sarre, capitale régionale du pick-up. À la météo, Stéphanie, les belles températures continuent de nous faire plaisir. Oui, et c'est loin d'être terminé parce qu'on a du beau gros soleil pour toute la semaine. C'est le moment d'aller en profiter à l'extérieur. Hein? Pour ce soir et cette nuit, on a quand même pour l'Abitibi-Témiscamingue un dégagement avec des nappes de brouillard par endroits. On a un minimum de 2 degrés avec des risques de gel pour le Témiscamingue. On a des nuages avec un minimum de 5 degrés. Retour du soleil qui est prévu pour demain pour l'Abitibi et le Témiscamingue. On a quand même des belles températures. 21 au nord, 20 degrés au sud. Du soleil pour jeudi avec un max de 21 degrés pour l'Abitibi, un max de 22 degrés pour le Témiscamingue. Donc, c'est vraiment le moment de sortir dehors pour pouvoir profiter de la belle température avant l'arrivée de l'hiver. On le sait, ça dure longtemps par chez nous. Ça, c'est vrai. Merci, Stéphanie. Au nom de toute l'équipe, merci de nous avoir suivis ce soir. N'oubliez pas qu'on est sur YouTube et X TVA Abitibi-Témiscamingue si vous voulez voir ou revoir les reportages ainsi que les bulletins de nouvelles pour encourager nous, les médias régionaux. Merci, bonne soirée et à demain.